les personnes, quand elles viennent me voir, c'est quand ça va pas. Généralement, c'est parce qu'elles se posent justement des questions sur les choix de vie. Est-ce qu'elles sont en train de réaliser ces rêves-là et est-ce qu'elles sont en train de vivre la vie qu'elles ont rêvée quand elles étaient enfants? Donc moi, la plupart du temps, je répondrai à votre question en disant AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. Bon midi à tous. Et si je dis bon midi, c'est que Karima Chadibou est avec nous. Bonjour Karima. Bon midi Philippe. Bonjour à tout le monde, à nos auditeurs et auditrices. Avec plaisir de vous retrouver. Karima Chadibou, psychothérapeute, coach parental et familial. À cause de vous, j'ai veillé hier tard. C'est vrai ? Ouais, hier soir, je me suis couché tard à cause de vous, Karima. Ah bon ? Au moins, il était au moins 20h30. Là, je me suis dit, Karima, c'est trop tard. C'est trop... Bah, ça va alors. 20h30, c'était tard pour moi. C'est tard pour... J'ai eu du mal à me lever ce matin. C'est vrai ? Ouais. Bon, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Non, c'est le principal. Voilà, exactement. Vous êtes là et on va faire une belle émission. Tu prends rarement les gens au téléphone après 20h. C'est vrai ? Ah oui, c'est terminé. Ah non. Non, moi je prends les gens à 23h, 23h30. Oui. Ah oui. Oui. Bah, parfois, il y a des personnes qui en ont besoin. Donc, j'ai cette alliance-là avec certaines personnes. Vous avez une ligne de secours ? Oui. Alors, on peut donner votre 06 ? Non. C'est moi qui le donne. Si les gens, peut-être, ont besoin de quelqu'un à qui parler le soir ? Pas tout de suite. En fait, c'est les personnes que je suis, que j'accompagne et qui parfois ont besoin un peu de soutien, une petite béquille pour la soirée ou pour... voilà. Donc, je leur donne, j'ai cette alliance avec eux, je leur donne l'autorisation de m'appeler le soir. Voilà. Bien. On n'a jamais autant vu de gens qui souhaitaient changer de vie. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Eh bien, nous allons nous intéresser à ce que l'enfant que nous étions dirait à l'adulte que nous sommes devenus. Karima. Oui. Est-ce qu'il serait fier de nous ? Est-ce qu'il penserait qu'on est au bon endroit, à la bonne place ? Est-ce qu'il penserait qu'on a rempli notre mission de vie ? Absolument. C'est une vraie question, ça. Et c'est une vraie question et une question qui est pleine de sens, en fait. Alors moi je serais tentée, par rapport donc à ma pratique professionnelle, de vous dire que parce que les personnes, quand elles viennent me voir, c'est quand ça va pas. Sont rares celles qui viennent me voir quand ça va bien et qui veulent aller mieux. D'accord ? Mais la plupart du temps, quand ça ne va pas, généralement, c'est parce qu'elles se posent justement des questions sur les choix de vie, sur est-ce qu'elles sont sur le bon rail, dans la bonne direction, et est-ce qu'elles, les rêves étant enfant, est-ce qu'elles sont en train de réaliser ces rêves-là, et est-ce qu'elles sont en train de vivre la vie qu'elles ont rêvée quand elles étaient enfants ? Ou est-ce qu'elles sont en train de vivre la vie qu'ont rêvé leurs parents pour eux ? Voilà. Donc moi, personnellement, dans mes séances et dans les personnes que je reçois, la plupart du temps, je répondrai à votre question en disant, l'enfant, ce qu'il dirait à la personne devenue adulte, il lui dirait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi ? Tu t'es trompé de route, qu'est-ce qui se passe ? Je ne te reconnais pas, ou je ne te reconnais plus, ou tu as disparu sous ton masque pour plaire à papa et à maman, tu t'es en fait, t'as fusionné plutôt, je vais dire ça comme ça, tu as fusionné avec le masque et aujourd'hui tu es devenu ton masque et du coup tu n'es pas la personne que j'étais. En tout cas, je ne me reconnais pas en toi et je ne te vois pas réaliser ce pourquoi on est là et ce qui donne du sens à notre vie. Alors je dis bien nous, on va si vous voulez bien Philippe, et pour que nos auditeurs puissent bien nous suivre et auditrices, on va les dissocier en fait, de dire c'est quand on fait justement ce travail en thérapie, on dissocie bien l'enfant de l'adulte qui est là aujourd'hui et l'enfant que nous avons été. Et on crée comme une espèce de dialogue entre les deux, une discussion, une conversation entre les deux pour écouter les sagesses de cet enfant, d'accord, et qui sont fondamentales et primordiales, et pour que l'adulte puisse intégrer ces sagesses. Parce que, comme je le dis souvent, on ne vient pas de nulle part, on vient du pays de notre enfance. C'est-à-dire comment on a vécu cette enfance, comment est-ce qu'on a grandi, dans quel cadre environnemental, mais aussi cadre éducatif. Et les adultes référents qui étaient autour de nous, comment est-ce qu'ils étaient et comment est-ce qu'ils se sont occupés de nous et quel style parental ils ont incarné. Et donc, la plupart du temps, quand on arrive à un certain âge, par exemple, si je vous parle avant de venir ici, les séances que j'ai pu avoir, avec des personnes justement qui étaient dans ces problématiques-là. Avec justement, je pense à un jeune homme de 26 ans que j'accompagne en ce moment et qui me dit, je ne me reconnais pas et finalement, je ne sais pas qui je suis, je remets tout en question. Et l'enfant que j'ai été n'est pas content, en fait,
n'est pas content de l'adulte que je suis devenue aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un voyage en fait entre... c'est comme on va faire une mise à jour. Et une mise à jour une actualisation de la carte. La carte, quand je dis la carte, c'est-à-dire ma feuille de route, mon plan, étant petit, avec mes rêves, ma curiosité naturelle, mon émerveillement, mes centres d'intérêt, mes aspirations. Est-ce que ce sont toujours les mêmes quand je suis devenue adulte, ou bien est-ce qu'elles ont changé? Ou bien est-ce que carrément je regarde de l'autre côté? D'accord? Et la plupart du temps, quand je regarde aussi de l'autre côté, on le fait pas dans une démarche intégrative. C'est-à-dire dans une démarche d'intégrer ce que j'ai appris et l'enfant que j'ai été pour le faire grandir et le faire devenir un adulte qui puisse vraiment, comment je vais dire ça, qui puisse intégrer en fait les apprentissages qu'il a pu avoir étant petit. Ou alors, après ça va dépendre de l'enfance que l'on a eue. Si on a eu une enfance douloureuse ou avec des parents maltraitants, que ce soit au niveau physique, physiologique ou maltraitant au niveau psychologique, eh bien, on aura envie en fait d'oublier cette enfance. Moi, par exemple, j'ai des personnes que j'accompagne qui, elles, n'ont aucun souvenir de leur enfance. Je leur demande juste de trouvez-moi un souvenir de votre enfance. Comment vous avez vécu votre enfance? Comment vous pourriez caractériser ou qualifier votre enfance? Qu'est-ce que vous pourriez dire si l'enfant aujourd'hui était là? Qu'est-ce qu'il vous dirait? La plupart du temps, les personnes me disent en fait, j'arrive même pas à le voir. Alors je demande de fermer les yeux, visualisez-le, ou prenez une photo de vous étant enfant et regardez-la et imaginez. On crée une espèce de petit scénario comme ça. Mais à la personne, elle me dit écoute, il veut pas me parler ou il me tourne le dos. Donc là, on sait qu'il y a un conflit interne entre l'enfant que j'ai été et l'adulte que je suis aujourd'hui. Quel est le mandat entre nous, le contrat entre nous? Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé? Qu'est-ce qui attend d'être réalisé? Est-ce qu'il y a une trahison? Tu n'es plus celui que tu étais parce que tu devais plaire à papa et maman et parce que tu devais, par rapport à tes études que tu as choisi ou qu'on a choisi pour toi. Où est-ce que tu te mens à toi-même et où est-ce que tu te trahis? Et qu'est-ce que tu ne respectes pas dans ce pacte avec toi-même? Comment est-ce qu'on peut accueillir d'une manière adulte nos projets et nos rêves d'enfant? Quel regard l'adulte peut poser? Parce que c'est peut-être pas les mêmes. Non, forcément c'est pas les mêmes parce que la personne en fait... alors je vais pas parler, je parlerai après des personnes par exemple qui ont eu des traumatismes. D'accord? Alors moi j'aime bien définir le traumatisme comme étant une expérience de vie qui n'a pas été transformée en apprentissage. D'accord? C'est quelque chose, et ça peut être quelque chose de très basique. Ce qui peut être traumatisant pour moi peut ne pas l'être pour vous, Philippe. D'accord? Ce qui peut être traumatisant pour vous peut ne pas l'être pour moi non plus. Mais tout le monde n'a pas eu une enfance agréable et heureuse. Non, mais on a eu l'enfance que l'on a eue, j'ai envie de dire ça, parce que vous vous souvenez quand on a parlé de résilience, quand on parle aussi de style éducatif, on a fait plusieurs émissions là-dessus, on a l'être humain, l'histoire que nous vivons en fait de notre enfance, ce que nous expérimentons, les apprentissages que nous faisons, les rencontres que nous avons, tout ça, moi en tout cas c'est ce en quoi je crois. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il y a en fait un plan qui se coordonne autour de vous. D'accord? Un plan qui se coordonne. Ce plan, alors je fais partie de la mouvance de la psychologie positive. Ce plan, il croit en vous déjà, ce plan. Pourquoi? Parce qu'il a été fait pour vous. C'est-à-dire par rapport à votre personne, par rapport à ce que vous avez besoin de développer, ce que vous avez besoin d'expérimenter pour développer tout votre potentiel, toutes vos ressources. D'accord? Par exemple, vous arrivez au monde et vous êtes un enfant qui est curieux, qui a une espèce de vision du monde donc dans l'émerveillement. Ça, on le sait que tous les enfants sont dans l'émerveillement. La moindre petite chose, il y a cette pensée magique en fait qui est là. Et il va croire à des choses, et il a une espèce de super pouvoir. Et il voit en les adultes des personnes aussi qui ont des super pouvoirs. Eh bien, si je grandis dans un cadre où on me dit, où il va y avoir beaucoup de c'est bien, c'est pas bien, dans un style éducatif qui est très dans les polarités. C'est bien, c'est pas bien, c'est juste, c'est pas juste, c'est beau, c'est pas beau, et on reste en fait dans ces polarités-là. Cet enfant qui est dans l'émerveillement, lui, il est là pour
comment je vais dire ça ? Il est dans une notion et dans une compréhension du monde où c'est magique, c'est beau, et il a en sorte une vision très esthétique, très artistique du monde. Et s'il a des parents qui sont plutôt rigoristes, on va dire ça comme ça, et plutôt qui vont l'enfermer dans un cadre, dans un carcan où on ne laisse pas s'exprimer son originalité, son côté artistique, son côté émerveillement, son côté curieux, eh bien, il va adopter les mécanismes de ses parents, ce qu'on appelle un peu pour gérer le stress, parce que ses parents vont générer du stress en lui tu n'as pas le droit d'être tel que tu es. Tu dois, pour t'aimer, tu dois correspondre, pour que tes papas et maman t'aiment, tu dois correspondre à l'image qu'ils se font de toi. Tu dois correspondre à leurs attentes. Tu dois répondre à leurs aspirations. Tu dois répondre à leurs besoins. Et là, déjà, on a tartiné d'injonctions, d'accord, d'ordre contraignant de l'enfant. Oui, tu n'as pas le droit d'être qui tu es. Et tu n'as pas le droit d'exprimer ton authenticité, ta différence, ton originalité. Donc, qu'est-ce qu'il apprend, l'enfant ? Que c'est pas bien d'être tel que je suis, parce que quand je suis tel que je suis et que je montre tel que je suis pas aimée, je suis critiquée, je suis jugée, voire je suis rejetée. Et donc, cet enfant, qu'est-ce qu'il apprend ? Et il y a un apprentissage qui s'installe comme ça. Et puis donc, il peut vivre pendant plusieurs années, comme ça. Et arrive à un moment donné, il se passe quelque chose dans le plan pour son évolution personnelle, pour sa croissance personnelle, quelque chose qui va venir réveiller. Ça peut être une surcharge au niveau du travail, par exemple la situation du jeune homme que je suis en ce moment, que j'accompagne, un burn-out au travail, avec pas de vie sociale, pas de petite copine, pas d'amis. Son appartement, c'est un bazar organisé. C'est voilà. Et donc, il se dit, mais en fait, c'est la vie de qui, ça ? La vie que je suis en train de mener, ce n'est pas ma vie, c'est pas mes... Et donc là, il y a beaucoup de flashs qui reviennent à lui. Et donc, je donne cet exemple parce qu'il est très fréquent, d'accord ? Où la personne dit, finalement, en fait, je ne vis pas la vie que je veux vivre, quoi. En ça, je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. La question, est-ce que c'est la vie que l'enfant, dans laquelle l'enfant se projetait, en fait ? Eh bien, non. Non, du tout, parce qu'il y a un retour à cet enfant. Et à dire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de toi, cet enfant, pour recréer, en fait, Philippe, une réconciliation. Parce que cet enfant que j'ai été, c'est une partie de moi. Et c'est une partie de moi qui est en train, c'est comme un porte-parole de cette partie qui souffre en moi et qui dit, ça va pas, tu es en train de prendre une mauvaise trajectoire et tu n'es pas en train de vivre la vie qu'on a rêvée. Où est passé l'enfant que vous étiez ? Karima Chadibaou est avec nous. Karima, l'enfant que vous étiez, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Oh là là. Alors, la petite fille, moi j'étais une petite fille sauvage. J'aimais beaucoup, j'ai grandi en Corse, et j'aimais beaucoup être au contact de la nature, et j'étais très curieuse et très émerveillée, et puis j'étais un petit peu, entre guillemets, ce qu'on appelait à l'époque les garçons manqués. Parce que je voulais être avec mes frères aussi, et surtout avec mon grand frère, et aller arpenter. Et ma mère me disait souvent, t'es une fille, tu fais pas ça, les filles ça fait pas ça. Mais j'arrivais à contourner, et je voulais être, à l'âge de, je me souviens, c'était à l'âge de 11 ans où ça s'est révélé à moi, je voulais être sage-femme. Je voulais être sage-femme parce que le processus de création, de procréation, ça m'a toujours, et puis d'étudier, d'accompagner les femmes à vraiment accoucher d'un être, de donner la vie, quoi. Pour moi, c'était quelque chose de... Et encore aujourd'hui, je m'en émerveille. Et j'ai perdu le chemin, je me suis perdue en cours parce que je suis tombée sur... un conseiller d'orientation quand j'étais en 5e, voilà, donc j'avais 12 ans, et vous savez, quand on travaille sur son projet au collège, sur qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, qu'est-ce que tu veux faire, et l'orientation, et ceci, cela, et donc c'est encore le cas aujourd'hui, donc j'étais très très nulle en mathématiques et en sciences physiques. En physique, ouais. J'étais très très nulle, parce que j'aimais pas ces matières-là, il n'y avait pas de sens pour moi. Et donc, il m'avait dit, si tu veux faire sage-femme, et puis il faudra te réveiller, parce que tu sais, il y a des femmes qui accouchent la nuit, et toi, t'aimes bien dormir. Oui, j'aime bien dormir, c'est vrai. Qui n'aime pas dormir ? Mais en fait, il a brisé le rêve. Et c'est pour ça que, pour moi, ça a été un apprentissage, parce qu'ensuite, j'ai renoué avec mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure, l'enfant sauvage qui est devenu discipliné.
Et tout un travail. Et c'est ça, en fait, qui est aussi très... c'est beau et en même temps, c'est fatigant, c'est laborieux parce que vous êtes l'enfant que vous êtes. Et puis, à un moment donné de votre vie, vous perdez le lien, vous perdez la connexion avec l'enfant que vous avez été. Vous devenez une autre personne, mais parce qu'il y a des apprentissages aussi à faire. Donc, je ne dis pas qu'il faut renier ces périodes-là, parce qu'on apprend des choses. Et l'être en construction, en développement, est en train aussi de se développer et développer d'autres facettes de lui-même. Et quand j'ai renoué avec mon enfant intérieur, avec la petite fille, j'ai renoué avec tout mon côté sauvage, tout mon côté authentique. De redevenir, finalement, je suis une sage-femme parce que j'aide les femmes dans mon travail à accoucher d'elles-mêmes. Et donc, du coup, le rêve est toujours là. Et je dis souvent aux parents, quand votre enfant, et notamment, je me souviens d'une maman qui m'avait dit, elle m'a ramené et son enfant avait 13 ans, un garçon. Et elle m'a dit, Karima, tiens, tenez, prenez-le, faites quelque chose avec lui. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il veut devenir président de la République. C'est pas avec les résultats qu'il a qu'il va le devenir. Et donc, j'expliquais à la maman, je lui disais, oui, moi je crois qu'il peut devenir président de la République. D'accord? Elle me dit, mais ça va pas, et il faut qu'il passe ça. Et puis elle me donne tout le plan, en fait, tout le parcours d'études qu'il doit faire et pour qu'il puisse... Et j'explique à la maman, j'ai dit, écoutez les paroles de quand il dit président de la République, écoutez le message qui est derrière. Le message implicite qui est derrière. Qu'est-ce qu'il dit? Ne brisez pas le rêve de votre enfant. Parce qu'en fait, en étant... Et moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais... Alors, tu es président de la République, imagine, tu le deviens. Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je vais pouvoir aider les gens, je vais pouvoir m'occuper des pauvres qui dorment dans la rue, je vais pouvoir vraiment faire de la justice, c'est-à-dire rendre les choses plus justes, plus équitables, plus... Je lui dis, ok, je lui dis, en fait, tu veux plus de justice, c'est ça. Donc, derrière entre guillemets... Le chapeau, le titre de président de la République, c'est que tu veux aider les autres, c'est ça en fait. Donc c'est ça le rêve. L'enfant en lui, c'est ce qu'il dit. Donc maintenant, avec ton potentiel, avec tes capacités, avec tes compétences et avec l'image que tu as de toi, comment tu peux aider les autres? D'accord? Parce que si tu ne peux pas arriver à devenir président de la République, parce que ça ne dépend pas que de toi, ce n'est pas que sous ton contrôle, ça dépend aussi des gens qui vont t'élire. D'accord? Eh bien, garde ce rêve. C'est quoi ce rêve? Le rêve. Donc, ne brisons pas le rêve de nos enfants. Je vais vous donner une anecdote aussi, moi, qui m'est arrivée avec mon fils Zacharia. Et là, je vais parler de Zacharia, d'accord? Et Zach, ça nous changera. Ça vous change. Non, mais... Heureusement qu'il n'est pas là aujourd'hui, parce que sinon, il aurait les oreilles qui chauffent. Non, Philippe, vous savez pourquoi j'ai beaucoup de stagiaires, moi, quand je parle, et même des auditeurs qui m'envoient des messages et qui voient nos vidéos sur YouTube et qui écoutent nos émissions, ils disent « J'aime bien quand vous illustrez ». Parce qu'en fait, ça rend la chose plus humaine et à l'échelle humaine, en fait. Zacharia voulait devenir pilote d'avion. Mais Zacharia a porté des lunettes très très tôt. À l'âge de 3 ans, il devait porter des lunettes. D'accord? Je m'en suis rendu compte un jour où il ne m'a pas reconnu. J'étais à l'extérieur dans la cour de récréation et je suis passée et il me regardait et moi je faisais des coucous et je vois que mon fils ne me reconnaît pas. Il a dit chatamata, voilà. Chatamata. Je vois que mon fils ne me reconnaît pas. Non et c'est son copain qui lui dit mais c'est ta maman. Et j'ai dit oh là là. Donc je l'ai emmené directement chez l'ophtalmo et donc il porte des lunettes. Et Zach a toujours voulu passionner d'aéronautique, des avions, il regardait des vidéos, bref. Et mon mari me disait, mais il veut devenir pilote, mais il voit rien. Il me dit, il ne voit rien. Il peut pas devenir pilote. Je lui ai dit, ne brisons pas le rêve. Laisse-le. Il veut devenir pilote, il deviendra pilote. Donc mon mari pensait que c'était une aberration. Hein. Zach, il a découvert, donc quand il était beaucoup plus grand, donc il est resté avec ça. Il avait les avions, les maquettes, les machins, bref, tout ce qu'on pouvait lui acheter. Donc il allait au salon du Bourget. Et un jour, c'est lui même qui a posé la question. Pour devenir pilote, il a posé la question. Qu'est-ce qu'il faut? Et là, la personne, c'était un pilote, qui lui a répondu, qui lui a dit, voilà, au niveau de la vue, il faut qu'il y ait une vue presque parfaite, quoi, pour pouvoir et tout ça. Moi, j'ai rien dit. Et quand on est rentré à la maison, il m'a dit, maman, tu sais, je pourrais pas devenir pilote parce que je porte des lunettes et tout ça et tout. Et je lui ai dit, ça c'est embêtant. Il me dit, oui, mais tu sais, hein, dans l'aéronautique, il y a plein d'autres métiers. Il y a pas que pilote. Il y a ingénieur en aéronautique. Et ça, moi, vraiment, je vais pas... J'étais tellement contente parce que mon fils a fait un apprentissage et je n'ai pas brisé le rêve derrière. Maintenant, il n'est pas dans l'ingénierie de pilote ni quoi que ce soit. Mais on n'a pas brisé le rêve. On l'a laissé
s'émerveiller, s'imaginer. Et il me disait, vous savez ce qu'il me disait ? Il me disait, maman, moi je dis, pourquoi tu veux être pilote ? Il dit, parce que je veux emmener les gens dans le ciel, je veux emmener les gens dans les étoiles. Vous voyez ? Bon, c'est très poétique, c'est mon Zach. Voilà. C'était juste pour partager avec vous. Ne brisez pas le rêve. Ne dites pas, ah oui, c'est pas avec les notes que tu as, c'est pas avec les zéros pointés en maths. Il faut être super bon en maths pour être pilote d'avion. Oui, il faut être aussi super bon en maths. Non, mais ça c'est clair. Mais voyez, après, il n'y a pas que les yeux. Hein. Non, il n'y a pas que les yeux, mais ça n'empêche pas, Philippe, que ensuite, déjà là, il y a une dimension, je vais le dire comme ça, une dimension physiologique qui tout de suite nous dit bah non, c'est pas possible. Mais au lieu d'arriver et de dire ah ben non, écoute, la nature elle t'a mal gâté, tu vois rien, tu peux pas, je veux dire, on pourrait très bien, et ça c'est une polarité qu'on va choisir. Moi j'ai préféré dire je ne brise pas le rêve de mon fils, je l'accompagne là-dedans, il arrivera un moment où il va le découvrir et c'est pas la peine qu'il le découvre maintenant. Ça veut pas dire que je veux... Il y a l'idée de protection, de protéger mon enfant parce que je ne veux pas le faire souffrir, mais en même temps, la protection, elle va avec la réalité. Ça va ensemble. D'accord ? Pour pas justement qu'il, lui, se fasse non plus de fausses idées, même si à un moment donné, il va nourrir cette espérance, cet espoir de dire bah, je vais emmener les gens dans les étoiles. Bah, maintenant, il peut emmener les gens dans les étoiles d'une autre manière, tout simplement. Donc, laisser cette créativité et son inventivité, ne pas l'étouffer, ne pas l'écraser ou la broyer. Vous n'avez pas essayé plus tard de devenir sage-femme ? Après, si. Ah oui, vous n'avez pas lâché. J'ai pas lâché. Après mes années de droit, j'ai compris le droit, c'était trop procédure pour moi. Et moi, je suis quelqu'un qui est plutôt en arborescence. Et donc, très option. Et donc là, c'était trop. Et donc, en fait, j'ai passé le concours. Je m'étais dit, bon, sage-femme, j'ai vu c'était pas évident le niveau et tout. Alors, et j'étais à l'époque enceinte de ma fille, de ma grande fille. Et j'ai passé le concours d'infirmière, que j'ai pas eu d'ailleurs. Et là, j'ai enterré vraiment le truc. Ça y est, et j'ai dit non, c'est pas pour moi. C'est terminé, c'est pas pour moi. Je veux aider les gens, mais je peux les aider d'une autre manière. Je veux contribuer à l'éclosion de l'être. Je peux y contribuer d'une autre manière et le faire d'une autre manière. C'est ça que j'ai découvert, Philippe. Voilà. Et donc, la petite fille en moi était contente parce que justement, elle a pu réaliser. C'est-à-dire, je reste dans ma nature profonde. Je reste reliée à ma nature profonde. Vous n'avez pas elle trahi, se déploie. Je n'ai pas trahi les idéaux d'enfants. Non, je n'ai pas trahi les idéaux d'enfants. Et pour aider nos auditeurs et auditrices, pour savoir justement, est-ce que je suis conforme, j'aime pas trop ce mot, mais parce que conforme, il y a je forme dedans. Il y a le fait de former quelque chose. Mais est-ce que le rêve de l'enfant, il est encore vivant aujourd'hui ? Est-ce qu'il vibre aujourd'hui ? Est-ce que je suis en connexion avec ? Est-ce que je suis en vibration avec ? Parce que ça fait partie de l'être profond. Ça fait partie de la construction aussi de ma personnalité. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ces deux-là peuvent faire alliance et contribuer à l'être que vous êtes et continuer à avancer et continuer à déployer tous vos talents ? Et de se poser la question de quoi je rêvais quand j'êtais petit. Qu'est-ce qui faisait sens quand j'étais petit ? Mais est-ce que Par exemple, je peux vous poser la question à vous, Philippe. Par exemple. Oui. Vous rêviez de quoi quand vous étiez petit ? Moi, j'ai rêvé d'être animateur radio. Donc vous l'avez réalisé. Alors, et vous êtes dedans. Moi, depuis l'âge de 4 ans, je crois, j'ai toujours rêvé. Ah oui, j'avais un magnétophone, je faisais avec des cassettes et j'animais des émissions. Ah, c'est génial. Je passais des disques, j'animais des émissions que j'envoyais à mes cousins. Voilà. Mais c'est génial. Ouais, non, moi, j'écoutais les grands animateurs, les Patrick Roy, les Julien Lepers, les André Torrent, voilà, les Patrick Sabatier, j'écoutais. Et franchement, moi, je voulais faire de la radio. Ouais. Et donc, vous êtes en plein... Non, un jour j'ai rencontré un gars qui était directeur des programmes sur Radio Monte Carlo, qui s'appelle Jean-Claude Perry, et que j'embrasse ce soir. Il m'a dit, vous savez, vous ne serez jamais animateur de radio, mais vous pouvez faire autre chose. Oh là là. Et je me souviens de ça. Et je lui dis bon, d'accord, si Jean-Claude Perry pense. Je ne sais même pas s'il est toujours vivant, d'ailleurs, Jean-Claude Perry, mais s'il pense que je ne serai pas animateur de radio. Ah bah... Voilà. Mais peut-être qu'à chaque fois que et je me demande si je suis devenu animateur de radio. Je me dis, est-ce que je peux dire à Jean-Claude Perry que je suis devenu animateur de radio ? Ouais. Mais quand on parlait des briseurs de rêves, c'est ça. C'est ça, exactement. Et combien on en a malheureusement dans le corps enseignant, parce qu'ils voient que les compétences, en fait, quand je dis les compétences, c'est-à-dire cognitives, au niveau de ce qu'on attend de lui dans la classe, ou des apprentissages, mais finalement on ne voit pas l'autre, la dimension cachée, en fait.
C'est-à-dire, il y a le côté scolaire, oui, mais il y a aussi cette intelligence situationnelle. Moi, c'est pour ça que j'aime bien mettre les enfants dans des situations de chaos, ou créer un chaos, par exemple. Quand je dis un chaos, c'est une situation de stress, pour voir justement comment va réagir la personne, comment va réagir l'enfant, et qu'est-ce qu'il va déployer comme talent, et ce qu'il va montrer de lui, qu'on ne verra pas peut-être forcément quand il est en classe, ou quand il est avec ses camarades, ou quand il est avec d'autres adultes. Alors c'est vrai que souvent, en début d'année... Oui. Dans les bonnes résolutions, il y a tous ceux qui veulent changer de vie. Oui. Donc ça, c'est très très à la mode en ce moment. Mais beaucoup, finalement, qui ont le sentiment d'être passés à côté de leur première vie, se réorientent vers leur rêve d'enfant. Donc, exactement. Voilà, il y a des boulangers, des fleuristes, des artisans, exactement, et qui reprennent en fait, c'est-à-dire qui leur premier amour, en fait. Quand je dis premier amour, des choses, par exemple, des personnes qui étaient très manuelles et qui on leur a dit non, mais parce que c'était pas bien de faire des trucs manuels et qu'il fallait plus être dans des choses intellectuelles. Donc on va les orienter vers des branches beaucoup plus réfléchies. Enfin, c'est pas qu'on réfléchit pas quand on est manuel, c'est pas ça. En fait, j'ai pas le bon terme. C'est-à-dire des choses plus intellectuelles. Non, mais avant, il fallait faire des études. Voilà, faire des études. Et aujourd'hui, on voit bien que même il y a des personnes avec des études Bac plus 18 et qui soit sont dans un travail qui ne leur plaît pas, qui ne correspond pas à leur personnalité, parce que justement ils sont rentrés dans un moule qui n'était pas pour eux. Et quand on est rentré, moi je dis, il faut avoir beaucoup de bienveillance aussi envers nos parents et envers aussi ce moule qui a été à un moment donné, qui m'a contenu pendant toute une période, et que peut-être qu'à ce moment-là j'étais peut-être pas en capacité non plus de dire non, c'est pas ce que je veux faire et c'est pas ce que je veux, et que peut-être que les autres savent mieux que moi, mais qu'à un moment donné il faut se poser la question de le chemin que j'ai tracé et dans lequel que je continue encore à tracer et sur lequel je suis engagée, est-ce qu'il me correspond? D'accord? Après, on n'a pas forcément les mêmes rêves à 10 ans qu'à 40. Non, ça c'est sûr, mais en tout cas, il y a l'essence du rêve. Elle reste toujours la même. L'essence du rêve, c'est quoi? C'est, par exemple, je reprends mon exemple, moi je voulais, je veux et je continue, et je le fais, Dieu merci, aider les femmes. Moi, c'est un truc qui, pour moi, est fondamental. Pour moi, c'est dans mon ADN. Je suis encodée avec ça. Les femmes et les enfants. Je ne peux pas m'imaginer travailler. Bien sûr que je travaille aussi avec des hommes, oui. Mais beaucoup avec la partie, d'ailleurs, quand ils viennent à moi et quand on fait un travail, généralement, et la plupart du temps, et là c'est une généralisation mais que j'assume totalement, on travaille tout le temps sur l'enfant intérieur, l'enfant qu'ils ont été. L'enfant qui a été, où est, on en a parlé tout à l'heure, du rêve brisé, qu'est-ce qui n'a pas encore été exprimé? Qu'est-ce qui n'a pas encore été découvert, ou en tout cas qui est là, qui est latent, qui est caché, et qui est, et maintenant, aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, par exemple, il y a tous les facteurs sont réunis pour pouvoir réaliser ton rêve. Le rêve, par exemple, d'une personne qui veut voyager, qui est informaticien et qui est devant des ordinateurs, mais qui n'est pas... Moi, j'en vois beaucoup, Philippe, et beaucoup d'hommes surtout, qui travaillent avec des machines, des ordinateurs, qui ont ils travaillent dans des postes où il n'y a aucune interaction, et ce sont des personnes, donc quand vous travaillez sur leur typologie, de ce elles aiment, vous leur posez des questions, et que eux, c'est le social, c'est le lien, c'est être avec les autres, la connexion, c'est l'aide, le soutien, et qui se retrouvent toute la journée devant une machine. Et qui me disent, je comprends pas. La connexion, oui, devant une machine, ça marche. Oui, avec les réseaux. Mais c'est pas la véritable, c'est-à-dire l'essence de la connexion, c'est-à-dire d'être en présence. Parce que quand on est en présence, il y a les corps qui s'animent. Et il y a les énergies qui circulent. Il y a beaucoup de choses, il y a des vibrations. Ce qu'on ne peut pas ressentir quand on est H24 derrière une machine. On peut dire, on est sur les réseaux, on se voit, on se dit salut. Mais une fois quand on se voit en présence, c'est pas pareil. Eh bien, d'amener cet enfant en soi, c'est-à-dire, moi vraiment c'est un conseil que je donne, et peut-être un petit exercice que j'ai envie de partager avec vous, c'est communiquer avec votre enfant intérieur, celui qui est en vous. Dites-lui, est-ce qu'il est heureux de l'adulte que vous êtes devenu? Posez-lui la question.
Est-ce qu'il est heureux? Il est comment l'exercice? Comme ça Oui, c'est-à-dire en fait... Non, alors pas comme ça, vous n'êtes pas dans le... Voilà. Voilà, on va se mettre dans un endroit agréable, confortable, on va se mettre des petits coussins autour, un petit plaid, une petite musique agréable. On va déjà stimuler notre neurologie afin de sécréter les bonnes hormones, d'accord? Ça, c'est la première des choses. On va tamiser la lumière. Ça se dit comme ça, tamiser la lumière? Oui, ça se dit. Ça se dit, ça se dit. Bon, après, pour convoquer l'enfant intérieur, je ne savais pas qu'il fallait tamiser la lumière, mais si vous voulez, tamisons. Vous savez, Philippe, quand on fait un travail en psychospiritualité, même ce mot, il est un peu galvaudé, mais quand on fait un travail, en fait, la luminosité de la pièce va jouer sur nos représentations et sur en fait l'état alpha dans lequel on va descendre, d'accord? Parce que quand il y a trop de lumière, on va être excité, on va pas créer cet état de détente et de relaxation pour aller vers la connexion du soi, la connexion du soi plus jeune, d'accord? Et cette partie de nous, aller la connecter. Donc j'installe un décor, il y a une mise en scène qui doit être respectée, d'accord? Donc ensuite, moi je savais, il y avait des exercices que je donnais et que en personne, je dis faites une tente. Vous savez, quand on était petit, on aimait bien faire les tentes sous la table de la salle à manger. On ramenait des trucs, les pinces à linge, un tipi, exactement. Si vous étiez comme moi, on n'avait pas les moyens de s'acheter un tipi. Et nous, on le faisait sous la table à la salle à manger avec ma sœur Leïla. Et on s'installait et on ramenait. Ma mère, elle devenait folle avec les draps, les housses de couette. On sortait tout et on mettait les coussins par terre et connecter avec l'enfant. Et visualisez-le. Aidez-vous d'une photo de vous étant enfant, d'accord? Et soit il va venir à vous spontanément, d'accord? Soit il va falloir un peu forcer, c'est-à-dire avec une musique. Vous pouvez mettre une comptine, par exemple, que vous aimiez bien, une musique. Si vous voulez connecter avec l'ado que vous étiez, par exemple. Et donc, en connectant et d'aller lui parler, d'aller vers lui et de lui dire voilà, regarde, je suis toi plus âgé et je suis venu à ta rencontre. Est-ce que tu veux bien qu'on se parle? Est-ce que tu veux bien qu'on échange? Et on écoute cette voix. Alors, c'est pas être malade ou être schizo, mais simplement de créer cette espèce de dissociation en soi pour aller connecter le soi plus jeune et parler à ce soi plus jeune et lui dire: est-ce que tu es fier de l'adulte que je suis devenu? D'accord? Par exemple, notamment, j'avais un exercice que j'avais fait comme ça avec une dame qui était, elle, elle était devenue le parent de ses parents, c'est-à-dire avec une hyper responsabilisation, voilà, et qui, justement, se disait: j'en ai marre, là, j'ai envie de tout envoyer en l'air. Elle avait 45 ans, elle m'a dit: je veux tout envoyer en l'air. Je le dis comme ça pour être poli, mais c'est pas comme ça qu'elle me l'a dit. Et elle me dit: je vais tout envoyer valser, je veux plus rien. Je veux juste me retrouver sur la plage, au milieu des cocotiers, des palmiers, marcher pieds nus, les cheveux en l'air, en maillot de bain, en paréo, et je veux que tout le monde me fiche la paix, parce que j'ai tellement porté, j'ai tellement traîné, et ça a commencé depuis que j'étais toute petite, quand je remplissais les papiers de mes parents, quand je devais les emmener ici, quand je devais les emmener, parce que personne ne pouvait le faire, et je leur en veux pas, elle dit, mais à un moment donné, c'est des mécanismes, des stratégies cognitives et émotionnelles et comportementales qu'elle a adoptées pour... c'était sa manière à elle d'exister. Et qu'aujourd'hui, une part d'elle lui dit que ça y est, tu peux tout laisser. Tu peux maintenant prendre soin de toi et t'occuper de toi. Et c'est ça que dit l'enfant. Occupe-toi de nous. Parce que quand le petit enfant en soi va bien, c'est l'adulte qui va bien. Mais si l'enfant en soi, il est encore blessé, il prend en charge encore les autres et il ne s'occupe pas de lui... Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe pour beaucoup de femmes aussi. Donc finalement, j'ai pris en charge, je me suis occupée de tout le monde, mais finalement, qui va s'occuper de moi? Et elle peut tomber malade, elle peut tomber en dépression, il peut se passer beaucoup de choses. Donc c'est de reprendre son propre pouvoir et de se dire: je m'occupe de moi et je m'occupe de cette partie de moi, cet enfant qui est en moi, parce que c'est elle qui porte mes joies et mes peines aussi. Elle porte les deux. Donc, de reconnecter avec cet enfant qui était joyeux. Quand j'étais joyeux, j'étais comment j'aimais faire la fête? Comment j'aimais m'amuser? Comment j'aimais m'émerveiller? Comment j'aimais renouer avec cette comment on appelle ça? Pas l'impulsivité, mais cette spontanéité. Voilà, c'est le mot. La spontanéité naturelle. L'enfant en nous, c'est ce qu'il nous permet. Et souvent, quand il est trop chargé de responsabilité, il perd cette spontanéité. Parce que tout devient procédure, tout devient charge, tout devient mode d'emploi, tout devient... et donc finalement, il est où le fun, là? Il n'y en a plus. Et la vie, c'est quand même aussi du fun.
où on s'amuse, où alors certaines personnes vont aller prendre de l'alcool, ou dire c'est comme ça, et puis on les retrouve à faire j'avais une amie comme ça, et elle me dit mais bois Karima un verre et tout, tu vas voir, tu vas te lâcher et tout. Je dis pourquoi, tu trouves pas que je suis pas assez lâchée là? Moi je m'amuse, moi je mets un peu de musique et tout, ça y est, moi j'ai appris à reconnecter avec cet enfant et à être dans la joie. Vous savez, de faire des bonds, de sauter, de se faire des couettes, moi j'adore faire ça. Des fois à la maison je le fais. Et elle me dit non, mais moi j'ai besoin d'être un peu tutute pour pouvoir le faire. Tutute, c'est mon père qui disait ça comme ça. Et d'être un peu pompette pour pouvoir m'amuser. Non, t'es pas obligé d'être pompette pour pouvoir t'amuser. Non. Alors ça c'est vraiment quelque chose, c'est très français ça. Hein. Ouais. Mais non. Non, on peut s'amuser et se dire sans alcool, la fête est plus folle. Hein, vous connaissiez aussi ce slogan. Non, mais c'est vrai en plus. C'est simplement cette idée de croire qu'en état de conscience modifié, on s'amuse plus. C'est-à-dire qu'on ne sait plus s'amuser. Exactement. On ne sait plus s'amuser spontanément. Oui. Mais parce que justement, on s'est déconnecté de cette partie en nous, la partie joueuse et créative. On s'est déconnecté d'elle, donc reconnecter avec elle. Ce qui peut vous aider à reconnecter avec elle, c'est vous poser, être dans des questions auto-réflexives, c'est-à-dire d'auto-questionnement avec vous-même. Par exemple, quelles étaient les choses qui me faisaient rire quand j'étais enfant, les blagues que j'aimais faire, les bêtises, vous savez, les fameuses bêtises que j'aimais faire quand j'étais petit et qui me donnaient de la joie ou qui me donnaient... Moi, je me rappelle, j'allais... alors, ma mère me l'interdisait, mais moi, j'allais dans le maquis et je faisais tout le temps une cabane. Et je prenais tous les produits détergents, de la soupline, de la javel, et je faisais des mélanges. Je jouais au chimiste. Bon, alors c'est dangereux, hein, parce que des fois, vous mélangez des produits qui n'ont pas à être... C'est vous qu'on recherchait dans le maquis, alors. Non, mais moi, j'ai renoué, Philippe. Là, je vous le partage, partage un peu de ma vie, mais c'était vraiment... ça m'est revenu là il n'y a pas longtemps en plus. Je me dis mais en 100 ans en fait j'avais changé de produit de lessive, donc là dans ma tâche de femme d'intérieur à m'occuper de la lessive, et l'odeur m'a reconnecté tout de suite. C'est comme si vous m'avez pris un élastique qui m'a tiré comme ça. Je me suis retrouvée Madeleine de Proust, exactement. Je me suis retrouvée dans la cabane, j'avais 13 ans et j'étais en train de mélanger des produits parce que je voulais jouer au chimiste, au savant fou, savante folle plutôt, et donc à créer quelque chose, et je m'en amusais et c'était agréable. Donc maintenant vous avez arrêté, on vous a dit Karima qu'il fallait pas mettre de soupline dans l'aquarium. Non. C'était mauvais pour les poissons rouges. Mais bien sûr, des expériences comme celle-là, mais vraiment se poser des questions. Je voudrais que nos auditeurs et auditrices partent aussi avec cette question: quelles étaient mes plus grandes forces et mes plus grandes faiblesses étant celles qui sont aujourd'hui, et en quoi elles sont reliées au passé. C'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant aujourd'hui, par exemple une faiblesse, une difficulté, et en quoi et à quoi elle est reliée à un élément du passé. Parce que souvent les schémas sont récurrents, ils se répètent. Et donc, pour pouvoir désamorcer, décortiquer, détricoter ce que j'ai tricoté, pour pouvoir vivre une vie sereine et que mon enfant puisse me dire: je suis fière de toi, je suis bien avec toi, tu as été, tu t'es occupé de moi et aujourd'hui, je suis fière de l'adulte que tu es devenu. Bien. Et si vous étiez devenue sage-femme, vous ne seriez pas avec nous. Oui, peut-être exactement. Pas. Peut-être pas. Donc, peut-être pas. Bon. C'est très bien comme ça. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Commentez la vidéo. Si vous avez envie qu'on aborde un sujet, vous pouvez le mettre en commentaire. Merci Karima. Merci à vous et à tout bientôt. À tout bientôt, à mercredi. À mercredi. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.